j'invite nos deux conférenciers, Dantan Do-Hurinville de l'Université de Franche-Comté de Besançon et Huey Linh Dao de l'INALCO, qui vont nous parler des apports de la syntaxe de la langue vietnamienne de Léopold Cadière, 1958, à la linguistique vietnamienne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors tout d'abord, nous tenons à remercier chaleureusement le professeur Michel Espagne et aussi Madame Nguyễn Giáng Hương. Voilà, de nous avoir donné l'occasion de participer à ce colloque. Alors, ça va arriver le diapo. Alors, le titre ici, vous voyez, il a une toute petite modification. C'est que ça devient lecture critique de l'ouvrage Syntaxe de la langue vietnamienne de Léopold Cadière. Voilà, c'est nous deux, mon collègue Huey Linh Dao, qui est maître de conférence de l'INALCO et moi-même professeur à l'université de Franche-Comté. Alors, le plan, vous voyez ici, il y a au total trois grands points. Voilà, vous voyez le premier point, regarde sur l'organisation du livre à travers la table des matières. Et puis après, le deuxième point, regarde sur le chapitre 3, c'est-à-dire une lecture critique de ce chapitre, parce que le livre contient plusieurs chapitres et on cherche à se focaliser sur un point, parce que vu le temps qui nous est imparti, donc sur la syntaxe de l'adjectif qualificatif. Et puis après, le troisième et dernier point, c'est les réflexions sur la catégorie adjectif et la fonction modifiée. Et puis ça s'est terminé aussi par quelques réflexions pédagogiques. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à mon collègue Dao Huey Linh pour le premier point. Allô? Oui, ok. Donc merci Giang Hương, merci à tout le monde. Donc je vais commencer par cette première partie. Je vous présenterai proposer un regard sur l'organisation du livre. Alors comme son nom l'indique, ce livre, en fait l'ouvrage de Léopold Cadière, aborde adopte une approche essentiellement structurale de la langue vietnamienne, et l'ouvrage s'organise autour de deux axes, la syntaxe des mots et la syntaxe de la proposition. Donc, comme vous pouvez remarquer sur la table des matières, nous avons une vision tout à fait structurelle de la langue vietnamienne. Nous pouvons certainement nous attarder assez longuement sur cette organisation. Toutefois, nous allons nous concentrer sur quelques observations que nous estimons pertinentes. Donc, on pourrait par exemple remarquer que le verbe se trouve dans la partie syntaxe de la proposition, aux côtés d'étiquettes fonctionnelles comme sujet, attribut, complément, etc., et non pas dans la première partie où Léopold Cadière parle uniquement de la syntaxe du substantif, des mots du nombre, de la syntaxe de l'adjectif qualificatif, on va revenir sur ce point plus tard, également de la syntaxe des pronoms personnels et réfléchis, mais également aussi des démonstratifs, des interrogatifs, indéfinis et corrélatifs. Donc, alors si on regarde de plus près le verbe qu'il a mis dans la partie syntaxe propositionnelle, on peut remarquer que la description qui a été faite du verbe est basée sur la sémantique grammaticale, temps, modalité, aspect et voix. Et là, en fait, on voit une sorte, disons, de point de vue, on va dire, occidental dans cette description, parce que comme plus tard, la linguistique moderne pourrait donner un avis un peu différent de ce qu'on voit aujourd'hui, dans la mesure où le vietnamien n'est pas une langue flexionnelle et que les catégories comme temps, modalité, aspect et voix ne sont pas manifestées de manière morphologique sur le verbe, mais davantage dans les constructions de type analytique. Donc, alors, un petit mot sur les verbes perfectifs. Alors, Cadière a précisément parlé des verbes perfectifs, ce que nous appelons aujourd'hui en linguistique moderne les marqueurs de l'aspect lexical
ou plus précisément des marqueurs de la télicité. Alors là, ce point de vue nous laisse penser que Cadière est tout à fait conscient du fait que le vietnamien recourt à des constructions verbales en série, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les constructions verbales en série, et donc que ce type de construction manifeste une perspective analytique de la syntaxe verbale en vietnamien. Donc, alors, une petite remarque sur la proposition. Alors, Léopold Cadière nous propose une vision par défaut, une vision assez tripartite de la proposition, et que le noyau de la proposition peut être par défaut verbal, mais comme l'indique le chapitre 2, il peut être également de nature substantivale ou adjectivale. Donc, en ce qui concerne les subordonnés, Léopold Cadière propose une division binaire et sépare les complétifs des circonstanciels. Alors, on pourrait se demander pourquoi l'auteur classe les subordonnées relatives comme un sous-type des circonstanciels. Donc voilà. Donc alors les contributions de Cadière sont nombreuses. Hein. On ne peut pas tout dire ici, mais je me permets de revenir assez rapidement sur la première partie de son ouvrage, où il propose une liste non exhaustive de catégories. Donc, alors ce qu'il faut remarquer, c'est que justement c'est l'absence de catégories telles que adverbe, préposition et conjonction. Là, nous voyons plutôt dans cette vision des choses de Cadière un début de réflexion assez novatrice à l'époque, à savoir que les fonctions qui sont normalement assurées par les adverbes, les prépositions et les conjonctions sont en fait assurées par d'autres catégories. Effectivement, c'est d'un point de vue assez économique de la langue vietnamienne, ce qui est tout à fait intéressant de revenir. Donc effectivement, là, nous voyons également dans cette vision des choses un début de réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui la transcatégorialité et la polyfonctionnalité, ce qui, en gros, peut être résumé sous l'idée une forme correspond à plusieurs fonctions. Donc, il n'a jamais parlé de grammaticalisation, effectivement, mais on voit quand même dans ce point de vue un début de réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui la grammaticalisation des catégories, ou l'exploitation des catégories existantes au service de la communication et de la syntaxe de la langue. Donc, et pourtant, Cadière réserve tout un chapitre sur l'adjectif qualificatif, et là, je laisse mon collègue continuer cette réflexion sur ce point de vue. Alors, vous voyez, ici, on va zoomer sur un point. Hein. Mon collègue vient de vous parler un petit peu des apports de Cadière. Bien sûr, on voit bien que ces apports sont importants. Et maintenant, vous allez voir au point suivant, c'est le point 2. Alors, le point 2, ici, regarde sur le chapitre syntaxe de l'adjectif qualificatif de la première partie du livre. Donc ici, pourquoi ? Parce que l'adjectif, c'est un problème très important hein, dans l'apprentissage, dans le fonctionnement d'une langue, d'une manière générale, dans l'apprentissage aussi des langues. Alors, rapidement, on va vous présenter 3 courants. Hein. Le premier courant, hein, vous voyez, c'est représenté par Alexandre Rode, hein, 1651, et puis après Gabriel Aubaré, qu'on a vu tout à l'heure, et puis après Trường Vĩnh Kỷ, et puis après Léopold Cadière. Bien sûr qu'on ne peut pas tout vous dire parce qu'il a vraiment une succession, vous voyez, de gamériens, de missionnaires gamériens. Alors, Léopold Cadière est en somme fidèle à ses prédécesseurs. Vous voyez, bien sûr que ça a évolué, rien que voir aussi dans le titre des ouvrages. Vous voyez, Aubaré, grammaire annamite. Hein. Grammaire de la langue annamite de Trường Vĩnh Kỷ, et puis après Cadière, on ne dit plus annamite ni cochin chinois comme tout à l'heure, hein, c'est syntaxe de la langue vietnamienne. Et surtout, le mot syntaxe, il y a donné des lettres de noblesse à cette notion de syntaxe qui est très important.
Alors, selon ce courant, vous voyez, fidèle à son, je dirais, au fondateur, entre guillemets, Alexandre de Rhodes, parce qu'il faut dire que Alexandre de Rhodes a rédigé, vous savez, le dictionnaire, qui est un dictionnaire, mais suivi aussi d'une grammaire, hein, parce qu'on voit que le dictionnaire, en fait, c'est un dictionnaire, mais suivi d'une grammaire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, c'est-à-dire, il a emprunté le modèle, le moule français pour décrire le vietnamien. C'est comme si, vous voyez, vous regardez les langues asiatiques à travers les lunettes françaises. Autrement dit, Sylvain Auroux, hein, donc c'est aussi, il a beaucoup parlé, il a dit que l'effet de grammaire latine est étendu, et il faut dire que ça s'appuie sur la tradition Socrate, Platon, Aristote, avec les parties du discours. Et puis après, Denis Letras, 2-3 siècles avant Jésus-Christ, qui était aussi le premier grammairien occidental. Et après, les Priscilliens, qui ont repris ce modèle pour décrire aussi la langue, la grammaire latine. Et puis après, Alexandre de Rhodes, etc., Aubaret, Tiong Vinky, Léopold Cadier, etc. Alors, selon ce courant, il existe la catégorie adjectif. Voilà. Et puis après, je passe rapidement au courant anglo-saxon, vous voyez, représenté par Emmeno, 1951, et Lawrence Thompson, 1965. Vous voyez, 51-65, et qui englobe Léopold Cadier, 58, c'est-à-dire, c'est à peu près de la même période à peu près. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Emmeno et Thompson, selon lesquels la catégorie adjective n'existe pas en vietnamien. Voilà, je tiens à souligner, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire thông minh, đẹp, tử tế, il traduit respectivement par to be. Hein? C'est comme en français, être intelligent, être beau, être gentil, etc. To be, to be, to be. Voilà, ça c'est vraiment par opposition au courant français. Alors, je passe rapidement au courant vietnamien. Au courant vietnamien, vous savez que les grammairiens, les linguistes et grammairiens vietnamiens se sont inspirés de ces deux courants. Donc, il y a au moins deux voix discordantes qui s'opposent. Vous avez Truong Văn Trinh et Cao Xuân Hào, selon qui, voilà, il n'y a pas d'adjectif en vietnamien. En revanche, Nguyễn Phú Phong, en 1976 et Diệp Quang Ban, 2008, continuent à perpétuer cette tradition, je dirais, c'est le point de vue européocentrique. Alors, rapidement, vous voyez le point de vue de typologue. Alors, je vais... Alors, typologue ici, Sapir, Bloomfield, Given, Hengenwald, Agege, Dixon, Eichenwald, ce sont des typologues qui se sont penchés sur plusieurs langues. Et en fait, Agege, il a bien dit que la grande majorité des langues ne possèdent pas de catégorie adjectivale. Il n'y a qu'à peu près 30% sur 100%. Voilà. Donc ça, c'est très important à retenir. Et surtout, je vous dis ça, en français, vous voyez, quand vous enseignez, je donne un exemple, par exemple, le mot amour en français, sans le mettre dans un contexte précis, on sait que amour, c'est un nom, amoureux, c'est un adjectif, aimer, c'est le verbe, et amoureusement, c'est l'adverbe correspondant. Mais si vous passez en anglais, vous voyez que love, cette unité, sans le mettre dans un contexte précis, est-ce qu'on peut dire que love, c'est un verbe ou c'est un nom? A loves B, vous voyez, ça fonctionne comme verbe. Mais my love for my country, vous voyez, ça fonctionne comme nom. Il y a des tonnes de mots en anglais, vous voyez, qui fonctionnent aussitôt comme verbe ou comme nom. Alors, je passe maintenant, je tiens à souligner aussi la catégorie adjectivale, même en français, est apparu très tardivement, parce que selon beaucoup de travaux, vous savez, au début, la catégorie adjectivale était sous la tutelle de la catégorie nominale. Il a fallu attendre jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle pour que cette catégorie soit
deviennent autonomes. Ça, c'est des travaux de typologues. Et je cite aussi il y a quelques citations. Un auteur qui est un spécialiste de l'adjectif en français, Michel Noyer, qui dit que pour décrire des langues parlées hors d'Europe, on a souvent, par commodité, rangé sous le label adjectif des unités qu'on est amené à traduire par des adjectifs dans nos langues. Mais, donc ces langues-là sont de nature non pas nominale, mais verbale. Et Sapir, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est penché sur la linguistique générale, apporte une preuve montrant que l'adjectif n'est pas une catégorie universelle. Et dans une langue exotique comme le dhyana, l'opposition verbo-nominale est nette et que l'adjectif est un verbe. Et rapidement aussi, c'est un auteur, une auteure française et qui est un spécialiste de la grammaire chinoise. Et c'est Viviane Alton, dans les années 70, elle a écrit « Beaucoup d'auteurs préfèrent toutefois garder adjectif, au risque de privilégier une de leurs fonctions déterminantes du nom aux dépens de leur fonction primaire prédicat ». Donc, pour vous dire aussi, on se pose la question, est-ce que la catégorie adjectivale est-elle universelle? Ça, je suis persuadé, c'est-à-dire que la catégorie adjectivale n'est pas du tout une catégorie universelle. Mais la fonction de modification, oui, peut-être est universelle. Maintenant, je passe au point 3. Merci. Donc je reprends la parole pour continuer sur les réflexions sur la catégorie adjectif et la fonction modifieur. Donc en fait, dans la lignée des travaux typologiques et les travaux sur l'universalité de la catégorie adjectif, nous adoptons un point de vue assez radical, à savoir qu'en vietnamien, la catégorie adjectif est absente. Et donc, en fait, dans une série de travaux sur ce point, nous avons montré qu'effectivement, les adjectifs, ce qu'on traduit en français par les adjectifs français, en fait, sont en réalité une sous-classe de verbes d'état ou de qualité. Donc là, les exemples, les arguments sont très nombreux, je ne peux pas tout dire ici, mais effectivement, une série de tests syntaxiques montrent que le comportement de ce qu'on appelle les adjectifs, en fait, est assez similaire, pour ne pas dire quasi identique, à celui des verbes. Effectivement, en fait, la différence entre les verbes d'état et les verbes de qualité, par rapport aux verbes d'action, se limite à la sémantique aspectuelle de ces deux classes-là. Donc je laisse mon collègue continuer à commenter quelques exemples. Alors, vous voyez quelques exemples. J'ai choisi Thủ đô Vietnam. Je suis désolé, j'ai fait exprès de mettre le trait d'union entre Thủ et Do. En fait, je tiens à signaler parce que c'est pour faciliter voilà, Thủ đô, c'est la capitale, mais sinon, ça s'écrit en deux mots. Thủ đô Vietnam, la Hanoi. Vous voyez, ici, quand on utilise le mot là ici, et quand on ne peut pas utiliser le mot là. Donc en français, si vous dites que Hanoi est la capitale du Vietnam, Hanoi est belle, que ce soit en français ou en anglais, il faut être et to be. En vietnamien, vous voyez, Thủ đô Vietnam, la Hanoi, là ici, c'est on peut dire que là c'est une copule qui correspond, grosso modo, à être, à to be en anglais. Pour ce contexte, je tiens à souligner. Mais vous voyez que dans le 2A, Thủ đô Vietnam, on peut dire Thủ đô Vietnam đẹp, ça suffit. La capitale, elle est belle. Voilà. Mais on peut ajouter, bien sûr. On peut dire Thủ đô Vietnam rất đẹp, Thủ đô Vietnam thật đẹp, Thủ đô Vietnam quá đẹp, etc. etc. Et puis, vous voyez, si on garde rất thật quá, c'est les adverbes de degré, on peut mettre là ici. Thủ đô Vietnam rất là đẹp, thật là đẹp, quá là đẹp, etc. Mais si on enlève les adverbes de degré, rất thật quá, vous voyez, on ne peut pas dire Thủ đô Vietnam là đẹp. Voilà.
Vous êtes d'accord là-dessus, hein? C'est pour ça qu'on a mis l'astérisque, c'est l'étoile, vous voyez, c'est pour dire que cet énoncé n'est pas acceptable. Alors, rapidement, vous voyez ici, on a emprunté 2 exemples de cas d'hier, le 3 et le 4, Nhà thờ lớn, qui l'a traduit par la grande Élise, học trò thông thái, un élève savant. Rapidement, vous voyez que quand j'ai lu ça, ça me fait un petit peu sourire parce que thông thái, ici, normalement, est réservé à un scientifique de très haut niveau. Hein. Pour un học trò, c'était un écolier. Hein. Donc, on peut dire que thông minh, hein, ou dĩnh ngộ, hein, thông minh, etc. Rapidement. Et thông thái, ici, peut-être à cette époque-là, hein, thông thái, c'est savant pour un scientifique, học trò, plutôt thông minh, peu importe. Mais de toute façon, il traduit par savant et grande. Et ce qui est important, vous voyez, la grande Élise. Et pourquoi pas l'église est grande? Quelle est la différence? Est-ce que c'est un syntagme nominal ou c'est une phrase? Vous voyez, hein? Alors, on joue un petit peu, hein, avec ces phrases en modifiant. Si on dit Nhà thờ này, c'est-à-dire je me trouve devant une église et je vous montre, này, c'est démonstratif, c'est-à-dire le syntaxe nominal initial est identifié, et puis systématiquement, ce qui reste, ça fonctionne comme un prédicat, hein, c'est-à-dire l'un ici n'est pas grand, mais être grand, idem, học trò, hein, je peux ajouter cậu, hein, cậu học trò này, c'est-à-dire celui-ci, hein, thông thái ou thông minh, vous voyez, donc cet écolier est intelligent, hein, cette église est grande. Et puis même, je peux très bien enlever le này ici, et je me trouve devant une église, je dis, nhà thờ lớn quá, hein, học trò thông thái quá, vous voyez, je ne peux pas utiliser le là ici, hein, vous voyez, donc là n'est impossible d'utiliser là dans ce cas-là. Donc ici, vous voyez, il faut réfléchir au statut, aux fonctions de l'un, à la nature de l'un, thông thái, qui ne sont pas des adjectifs, mais ce sont des verbes d'état. Hein. En anglais, on dit les stative verbs, hein, ou les verbes d'état. Alors, pour, c'est la dernière ligne droite, on va jouer un petit peu avec les commutations. Et si ăn, à votre avis, c'est un verbe, et pourquoi lớn ou đẹp ne le seront-ils pas, hein? Donc, pourquoi on dit Lan ăn, hein? C'est-à-dire Lan mange ou Lan est en train de manger, hein? Et pour former une question, hein, il faut faire appel à có et không. Lan có ăn không? Vous voyez, ou bien pour former une négation, Lan không ăn. Et vous voyez, avec đẹp, c'est-à-dire être, que je traduis par être beau, mais pas beau. Hein. Vous voyez, ici, là, avec le mot đẹp, la distribution syntaxique, c'est exactement comme An. Vous voyez, le raisonnement, c'est-à-dire Lan đẹp, c'est-à-dire Lan est belle, et Lan có đẹp không est-elle belle, Lan không đẹp, Lan n'est pas belle. Vous voyez pourquoi si An est un verbe et pourquoi đẹp ne l'est pas. Donc An ici, grosso modo, c'est un verbe dynamique, alors que đẹp, c'est un verbe non dynamique, c'est-à-dire un verbe statif. Voilà, pour vous dire rapidement sur quelques exemples. Et tu enchaînes aussi petit pour la question d'apprentissage. Merci Daniel. Donc je pense que je n'aurai plus le temps d'enchaîner un petit peu sur la partie réflexion, bon, pas vraiment didactique, mais on va dire sur l'apprentissage du vietnamien. Effectivement, dans les grammaires du vietnamien, langue étrangère ou langue seconde, etc., en général, le point sur l'impossibilité de mettre la copule, le verbe la, avant un adjectif, bon, ce qu'on appelle un adjectif, est fréquemment cité comme une des contraintes syntaxiques fortes en vietnamien. Cela étant, nous n'avons jamais vu dans les ouvrages de grammaire, que ce soit les grammaires pour grammairiens, ou les grammaires pour les apprenants, pour l'apprentissage du vietnamien, ce type de comportement. C'est-à-dire que là, si on va, il y a deux points. De toute façon, il y a deux points à retenir, c'est que si on considère que cette contrainte est forte, rien n'a été dit sur la manière dont se comportent les adverbes de degré.
C'est-à-dire que les adverbes degrés peuvent apparaître en coprésence de la, surtout les adverbes de degré de haut, disons de haut degré, alors que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres cas. Alors une deuxième remarque que je pourrais ajouter, dans la lignée de ce qui a été dit avant, ces mêmes adverbes de degré se comportent, en fait, peuvent se combiner avec les verbes d'état, parce qu'on a parlé beaucoup de verbes d'état, mais on n'a pas vraiment donné des exemples. Donc, par exemple, on fait un verbe d'état typique comme aimer ou comprendre, par exemple, ce sont des verbes que l'on peut qualifier de statifs par défaut, peuvent recevoir ces adverbes de degré. Ainsi, on pourrait dire tôi rất hiểu anh ấy, je peux comprendre très bien cette personne, ou bien tôi rất yêu anh ấy, je l'aime beaucoup, par exemple. Dans aucun cas, on retrouve le même comportement de l'adverbe de degré rất, juste avant un élément qui n'est normalement pas traduit en français par un adjectif. Voilà. Je voudrais ajouter juste une phrase, c'est que, en somme, la catégorie adjectif, pour que ce soit clair, est absente. Non seulement en vietnamien, qui est une langue isolante, c'est-à-dire tous les mots sont invariables, ça concerne le chinois, ça concerne le thaï, le khmer, etc. Donc dans ces langues-là, cette catégorie est absente. Et ce qui compte, c'est la fonction de modification, qu'on appelle ces modifiés. Un exemple simple, Lan đẹp, etc. Lan vừa mua một căn nhà đẹp. Vous voyez, Lan vient d'acheter une maison qui est belle, et puis Lan múa đẹp. Donc múa, Lan danse, et puis đẹp ici fonctionne exactement comme un modifié de verbe qui correspond, si on traduit ça en anglais, en français, ça donne un adverbe. Donc magnifiquement, etc. Donc on a l'habitude de traduire dans une langue occidentale avant de déterminer la nature du mot en vietnamien. Et ça, je pense, c'est une peut-être, à mon avis, c'est une mauvaise orientation. Voilà. Il est temps de rectifier. Mais le tir. Vas-y. Trong cái bài phát biểu này thì chúng tôi muốn nói là cái từ loại adjective có nghĩa là tính từ không có tồn tại. Nói chung là theo cái trường phái của Pháp đó thì họ vẫn cho rằng là cái từ loại adjective tồn tại vì tiếng Pháp là một tiếng ngôn ngữ biến hình, trong đó tiếng Việt là một ngôn ngữ không biến hình. Trong cái đó những tác giả Anh như tôi đã vừa nêu lên lúc nãy thì họ không có công nhận cái sự tồn tại của cái từ loại adjective trong tiếng Việt. Họ đều dịch là to be, sau đó là adjective hay là être. Trong cái đó những cái người mà quan tâm đến tiếng Việt, những nhà ngôn ngữ học Việt Nam thì chia làm hai nhóm, một nhóm thì là thuận, một nhóm thì chống. Có nghĩa là Cao Xuân Hạo là nhóm là hoàn toàn chống đối, ông bà là không có hiện hữu để không thể nhìn ngôn ngữ Việt Nam qua cái mắt kính của những tiếng Ấn Âu như vậy. Cái đó hoàn toàn là sai lầm, và chúng tôi, Huy Linh và tôi rất quan tâm đến vấn đề đó, và nhất là Huy Linh dạy tiếng Việt ở INANCO và chúng tôi làm việc rất nhiều về linguistics general là ngôn ngữ đại cương, và chúng tôi thấy cái điều đó rất là quan trọng, và cho nên cái đó là một cái tâm nguyện của chúng tôi là muốn thông báo là chẳng hạn để cho tiếng Việt có thể giảng dạy được trong nước ngoài và không có bị khúc mắc, tại vì có rất nhiều những cái sự là có những sinh viên học tiếng Việt vẫn đọc những câu ngây ngô, cô ấy là đẹp, anh ấy là thông minh, vì họ vậy mà phải giải thích tại sao là có thể trong lúc nào dùng là, lúc nào không dùng là, như là cô ấy rất là đẹp, cô ấy cực kỳ là đẹp, là vân vân. Nhưng mà khi mà bỏ chữ cực kỳ rất thì không thể nào dùng được chữ là nữa. Tôi chỉ muốn thêm một ý rất là nhỏ ở đây là để tổng kết cái bài nói ngày hôm nay thì cái điều quan trọng mà chúng tôi rút được từ cái công trình nghiên cứu của Leopold Carrière là mặc dù là quyển sách đã ra đời cách đây gần 70 năm, 80 năm, 63 năm thì những cái ý tưởng như là cái quan điểm của Leopold Carrière đã có một cái giá trị đến ngày hôm nay, và tôi nghĩ là cái quan điểm đấy hoàn toàn có thể được bảo vệ ngày hôm nay, ngay cả trong cái bối cảnh mà đối với cái từ loại tính từ vẫn còn đang là một vấn đề rất là bị tranh cãi. Merci Merci beaucoup de votre écoute. Merci.
Merci.